Bon, alors je vais continuer sur cette belle lancée de ce matin, très intéressante, très intéressante, et où je pense la psychanalyse est au cœur de cette problématique. Donc j'ai intitulé mon exposé « Entre deux histoires, un secret entre deux histoires », puisque je voulais aborder la petite histoire racontée dans la cure, reconstruite dans la cure, et le lien avec la grande histoire, avec l'histoire dans le sens large. Alors, tout d'abord, je voulais dire quelque chose sur une actualité, puisqu'on y est aujourd'hui beaucoup, et qui m'a posé un peu question. J'ai entendu il y a 2-3 jours un cinéaste qui s'appelle François Ozon présenter ses excuses, puisque dans une des interviews au sujet de son dernier film qui montre une jeune fille qui se prostitue sans raison valable, il avait dit à un moment que ça fait partie des fantasmes féminins, ce fantasme de prostitution. Il était obligé de présenter ses excuses puisque tout le monde est monté au créneau, les féministes, la ministre, et il a été sommé de se tenir de manière politiquement correcte et de dire qu'absolument ce n'était pas son idée, qu'il parlait dans son film de quelque chose, voilà, de tout à fait particulier. Alors, donc nous avons d'un côté ce souci de transparence, de dire, de s'excuser, comme tu disais tout à l'heure, comme Clinton, comme d'autres qui présentent publiquement leurs excuses, ou Clinton, moi je pense de mon côté qu'il y avait quelque chose dans cette, comme ça a été dit tout à l'heure, aussi de cette Amérique puritaine, qui a voulu faire chuter un père pédophile pratiquement. C'était quelque chose, il était avec une stagiaire, c'était très limite, et c'était un petit peu une attaque au père, comme disait tout à l'heure Jean-Claude, il fallait dire qu'il était nu. Il fallait dire qu'il était nu. Et voilà ce qui a ensuite permis d'abattre un peu le père et de l'humilier surtout, c'est une jouissance particulière. Alors, dans la psychanalyse, ce que la psychanalyse découvre, c'est qu'il y a une part de nous qui, au moment de l'entrée dans le langage, est perdue, refoulée. Notre corps, le refoulement premier dont parle Freud, concerne notre corps, et ce corps, notre accès au corps réel, est perdu une fois pour toutes. Il ne peut plus jamais être regagné, puisque ce qui vous sépare de notre corps et du réel, c'est le langage, puisque lorsque nous entrons, nous naissons dans un banc de langage, dans les paroles qui vont transporter, qui vont nous être dites, vont transporter beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement des signifiants, elles sont truffées d'émotions, de pulsions, etc. Et il y a des histoires, nous ne refoulons pas uniquement au moment de ce refoulement primaire notre propre corps pour accéder à une réalité parlée. La réalité pour l'humain n'existe pas en dehors du fantasme qui crée cette réalité, comme l'a dit tout à l'heure très bien Véronique Kini. Et cette réalité pour accéder à la réalité, il faut passer par le fantasme fondamental qui est on bat un enfant. Et dans ce fantasme, pour que le sujet se sépare de la mère et se vit comme séparé, comme un sujet comme faisant pas partie, comme n'étant pas elle, mais qu'il ait une existence, il doit absolument s'imaginer, ça c'est très important de le dire, s'imaginer.
que la mère est castrée. Il s'agit en aucun cas d'une castration réelle. Et on oublie très souvent de le dire. On dit on n'accepte pas la castration. Je ne sais pas qui accepterait la castration. D'ailleurs, la mère n'est pas castrée, elle a tout ce qu'il faut, mais elle n'a pas de pénis. Il y a une différence qui existe entre le clitoris, le pénis, mais les deux côtés ont le vagin, etc. Je veux dire qu'il n'y a aucun manque réel de sexe chez la femme. Donc, mais pour l'enfant, c'est impossible de réaliser, un enfant ne peut pas réaliser, il n'a pas ni la physiologie, ni les possibilités intellectuelles pour réaliser qu'il ne fait pas tout à fait, il peut se dire qu'il ne fait pas tout à fait partie de la mère, mais il est extrêmement lié à la mère et puisqu'il vient à la place un peu de son pénis imaginaire, de son phallus imaginaire, que Lacan a mis, ce phallus imaginaire, Lacan l'a mis en parallèle avec l'objet petit a, qui est objet pulsionnaire. C'est-à-dire, l'enfant, dans ses théories sexuelles infantiles, va essayer de résoudre comment viennent au monde les enfants. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça le plus grand secret, l'énigme, avec laquelle commence le travail intellectuel. C'est la pensée qui commence avec cette question où l'enfant va essayer de percer ce secret. Pourquoi ? Pour pouvoir se protéger et pour ne pas laisser la place à l'intrus qui va arriver après lui, qu'il a vu soit dans sa famille, soit chez des petits camarades qui ont eu un petit frère et une petite sœur que la mère est complètement accaparée par celui qui arrive par le bébé. Donc, l'enfant va ensuite essayer de savoir comment cet enfant va arriver pour empêcher quelque part cette arrivée. Et pour pouvoir empêcher cette arrivée, c'est ça un peu. Et dans ces théories infantiles, la mère est jouie pulsionnellement, c'est-à-dire l'enfant s'imagine que le bébé qui arrive va naître par la bouche, par l'anus, par l'ombril, etc., qui va sortir d'un orifice et il ignore l'existence de la génitalité adulte, il ignore l'existence du vagin et de l'accouchement. Enfin, c'est quelque chose qui lui est impossible d'imaginer structurellement encore, avant la puberté, physiologiquement, puisqu'il n'est pas prêt. Et c'est là, sur ce terrain-là, que même les traumatismes de séduction, lorsqu'ils sont objectifs, de séduction par un adulte, vont être traumatisants, extrêmement difficiles, puisque l'enfant ne peut pas absorber la sexualité adulte. Ce n'est pas tellement le rapport en lui, mais cette inégalité, cette terrible inégalité qui va traumatiser l'enfant. Alors, dans ces théories sexuelles infantiles, le père n'existe pas. Il n'existe pas comme celui qui participe à la fécondation. La mère avale une cerise ou quelque chose, et puis c'est comme ça que l'enfant vient au monde. Où il est pulsionnellement lié à une jouissance partielle maternelle. Hein, c'est le caca, il sort comme du caca, etc. un peu. Et ça rejoint un peu, quelque part, ce qui va perdurer jusqu'à la puberté, le moment où il faudrait que les événements physiologiques, les règles chez la petite fille et la première éjaculation chez le garçon, vont affronter à une possibilité quand même physiologique déjà d'avoir des enfants. Et c'est là où quelque chose au niveau psychique doit aussi trouver sa maturation, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous préférons tous, pendant longtemps, et beaucoup, croire que le roi est nu. C'est-à-dire que le père est celui aussi qui est agent de la castration maternelle. Le père, dans les théories infantiles, existe uniquement comme violent,
comme celui qui a castré la mère. Dans des analyses, on le voit très bien que la scène primitive est vécue comme une scène de violence, c'est-à-dire la scène d'amour entre les parents est vécue très souvent comme une violence où le père fait mal à la mère. Hein. Il y a des traces de sang après, si jamais il y a des règles qui sont là. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui confirme cette hérésie sexuelle infantile de la violence du père. Le père est tout puissant et violent. Alors, je voudrais dire aussi qu'il est très important, et Freud nous l'a bien dit et Lacan a éclairci, qu'il y a plusieurs figures du père. C'est ça le complexe d'Oedipe. Ce n'est pas uniquement un père. C'est pas le père, il y a plusieurs strates du père. Il y a le strate du père infantile, c'est le père du totem et tabou, qui est là juste pour séparer l'enfant de la mère. C'est un père vécu fantasmatiquement comme tout puissant, et ce père-là doit être tué symboliquement. Le papa de tous les jours doit être suffisamment quand même cool pour permettre que l'enfant, quelque part, puisse le tuer un peu, enfin, puisse l'agresser, il doit permettre son meurtre symbolique en lui-même, en ne se plaçant pas lui-même à la place du père de la horte, c'est-à-dire à la place de quelqu'un, d'un père tout-puissant, sinon ça peut engendrer, et par exemple, la psychose comme chez Schreiber, où il déclenche son délire au moment où son père, il y a une relation avec son père où il doit prendre cette place du père, du juge du tribunal de Dresde, c'était ça, c'est-à-dire la place de ce père tout-puissant. Et prendre cette place, ça veut dire jouir complètement, et quelque chose qui provoque un effondrement complet, puisque la jouissance, évidemment, c'est rejoindre la jouissance de l'autre et ne plus avoir d'existence propre du tout. Donc, contre cet effondrement, nous avons cette sorte de délire. Alors bon, ça c'est une introduction. Donc, nous avons cette deuxième strate du père, qui est le père symbolique, c'est-à-dire le père du nom et le père qui est mort depuis des générations. Le nom se transmet, qui tient quelque part la filiation, la transmission, et les papas de tous les jours, le père de Totem et Tabou n'existe pas, c'est un lieu de discours, c'est un lieu d'appel pulsionnel uniquement, et les papas de tous les jours sont des pères qui sont un peu les porte-manteaux du nom. Ils ont leur bon côté, leur mauvais côté, et l'enfant, en devenant, en grandissant, peut accéder à son propre nom, il peut prendre son nom s'il lui est donné par ce père et s'il est symbolisé. Donc nous avons là quelque chose qui va autoriser la circulation du phallus symbolique, puisque jusque-là circule que le phallus pulsionnel imaginaire lié à des pulsions partielles, c'est-à-dire, on a dit, anal, oral, etc. Donc voilà. Alors à quel point nous sommes dans une société qui permet la circulation de ce phallus symbolique entre les personnes, c'est-à-dire quelque chose où on puisse admettre la subjectivation de l'autre, et à quel point l'autre est objectivé au profit d'un clivage, comme il a été dit aussi tout à l'heure très bien, et qui est quand même le ciment du lien social. On circule sur ce déni de la toute-puissance d'un père phallique et d'une mère phallique qui est là pour donner des réponses à notre place. C'est ça qui est le plus important. En ne voulant pas voir que le roi est nu, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que le roi parle et décide à notre place. Il y a quelque chose où le sujet veut être protégé par un père. Un enfant qui soit protégé par un père, c'est normal complètement. Mais à partir d'un moment, il y a une demande d'un père qui sait tout et qui va tout résoudre à notre place, qui est
qui peut être complètement névrotique d'un côté et dans la structure perverse, nous pouvons avoir celui qui va se mettre volontiers à cette place et décider pour nous. Avec tout ça, avec des doses plus ou moins fortes. Alors, contester, donc dans la cure, nous pouvons voir comment cette question paternelle se pose dans différentes structures et quelle est comment nous pouvons cheminer pour mettre un peu debout un père qui tient, c'est-à-dire le nom du père dont le sujet pourra se passer à condition de s'en servir. Ça ne veut pas dire se passer du père du tout, mais se passer du nom du père, c'est-à-dire faire fonctionner le nom du père à condition de s'en servir. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est demandé d'un effort d'identification à son symptôme pour pouvoir récupérer cette partie refoulée lors de chaque pensée, cette partie qui crée le fantasme, qui crée la réalité, et ce fantasme est toujours inconscient. Donc il y a ce fantasme inconscient qui est là, et qui est celui, par exemple, du père violeur. Dans le fantasme de prostitution, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, il y a quelque chose de cet ordre-là. Par exemple, dans ce magnifique livre que j'ai cité à plusieurs reprises déjà dans mes travaux, et ce film absolument qui est aussi exceptionnel comme œuvre artistique de Buñuel, Belle de jour, nous avons l'histoire de Séverine, une bourgeoise respectée et tout à fait lisse, qui, mariée à un chirurgien, un jour, sans raison valable, décide de se prostituer et de travailler dans une maison close chez Madame Anaïs. Et voilà, c'est ça le cœur du livre. Mais lorsque nous nous employons soit à regarder le film de plus près ou lire le livre phrase par phrase, nous allons voir que l'observation artistique de ces deux génies, Kessel et Buñuel, est absolument d'une finesse qui échappe à notre œil de névrosé, et il décèle les parties qui manquent aux habits du roi chaque fois, comment les choses se construisent, qu'est-ce qu'il y a, comment, par exemple, la recherche d'un père qui tienne pour Belle de jour va provoquer cette espèce de folie dans laquelle elle rentre, de vouloir passer ses journées dans une maison close en se livrant à des voyous ou des types avec des demandes extrêmement perverses, se faisant payer et éprouvant une extrême jouissance dans ces moments-là. Alors, Kessel nous dit que ça commence par l'effondrement de Pierre, c'est le mari de Séverine. Il s'effondre à un moment où il n'arrive pas, ça c'est très important, il n'arrive pas à sauver un enfant qu'il opère, l'enfant meurt. Donc voilà, déjà Pierre est à la place du sauveur. Dans son métier, il sauve. Elle a épousé certainement pour qu'il la sauve de quelque chose. Il s'effondre, rien ne tient pour elle, elle est malade, elle est mourante. Lorsqu'elle se réveille de sa maladie, il y a un nouvel élan qui s'empare d'elle, un nouvel élan, la libido qui commence à se réveiller, et c'est là où une personnalité assez perverse, un ami proche de la famille, parle d'une femme qui se prostitue comme ça à certains moments. Et Séverine est prise d'un tourment et commence à aller errer autour de cette maison close et d'y aller, d'éprouver un dégoût extrêmement fort pour que ce dégoût se transforme en un goût de jouissance puissante.
Donc, vous voyez comment une perversion, ce qu'on peut dire masochiste, se met en place là. Elle prend goût au dégoût. C'est ça, quelque chose qui est très important. Pour faire tenir un père, il faut qu'il y ait du père à tout prix, sinon c'est l'effondrement, c'est la mélancolie, c'est le suicide. Elle touche l'eau de la Seine qu'elle trouve froide, attirante, etc. Il y a beaucoup de traits qui nous montrent qu'il s'agit d'une mélancolie. Et bon, après, il y a ce clivage entre l'amour, elle aime son mari, mais elle joue avec les voyous. Il y a cette question de ce clivage entre l'amour et le désir, présent dans la sexualité masculine, qui se pose aussi pour une femme. Là, il se pose nettement pour une femme. Dans les cures que j'ai pu suivre, ces envolées extrêmement érotiques sont confirmées chez certaines jeunes ou moins jeunes personnes. J'avais une patiente qui, tout d'un coup, est allée un jour donner tout son salaire, c'était 4 ou 5 000 francs à l'époque, à un mendiant. Et elle me raconte ça, j'étais un peu sidérée, et j'ai pensé à ce moment chez Kessel, où Séverine donne de l'argent à un ouvrier qu'elle rencontre au bord de la Seine, avec l'idée secrète qui viendra la voir après. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un père désirant. Il faut qu'il y ait un père séducteur. C'est comme ça qu'elle met en place un père séducteur. Même s'il faut qu'elle paye, elle va le fabriquer pour qu'il puisse y avoir du désir pour elle. Au début, Pierre la désire son mari, mais elle se refuse à lui, et ça marche comme ça. Il y a un désir, elle essaye, elle est extrêmement froide et elle arrive à être à distance de quoi? D'un traumatisme d'enfance en fait, puisque dans le prologue du livre et à un moment du film, il y a comme des images qui passent, extrêmement floues. Séverine a été abusée lorsqu'elle était enfant par un ouvrier qui travaillait dans la maison et personne s'en est aperçu. Il a abusé d'elle et il l'a laissée par terre évanouie. Lorsqu'ils ont trouvé Séverine, les parents, la nounou, ont pensé qu'elle avait glissé et qu'elle s'était tapée la tête par terre. Et qu'est-ce qu'elle écrit? Elle a cru aussi. Ça veut dire que ce événement trop violent avait été complètement ou clivé ou refoulé. Voilà. Il y a quelque chose d'impossibilité d'absorber le traumatisme. C'est valable pour tous les traumatismes, mais celui-là est particulièrement valable puisqu'il est le paradigme des autres traumatismes, de la séduction objective qui va redoubler le fantasme de la séduction subjective. Le sujet, pour exister, a besoin de localiser un père quelque part. Le père signifie l'extériorité. Ce père, puisqu'il le sauve de la mère, de la jouissance maternelle, puisque sinon il resterait dans le miroir, il n'y aurait pas trois s'il n'y a que la mère, à ce moment-là, ce père est imaginé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce père est mentionné comme violeur, puisqu'il séduit, et c'est un père qui est, d'un côté, il casse la mère, mais puisqu'il sauve, il doit être aimé, et ensuite, puisqu'il aime trop, il risque d'abuser, il doit être fantasmatiquement tué. Donc ça, c'est le circuit du fantasme, qui, s'il s'arrête à un moment, il va s'arrêter à un moment s'il coïncide ce fantasme subjectif avec, avec la réalisation objective, avec un traumatisme objectif, lorsque ça se passe dans la réalité. Et ça va absolument arrêter la pensée, ça va arrêter l'appréhension de la réalité. Et pour pouvoir continuer à penser même, il faut absolument mettre debout un père. Il faut mettre debout un père.
beaucoup pour cet exposé où il y a une introduction de la clinique qui est quand même tout à fait bienvenue par rapport au sujet, le secret, et des retours. Du coup, là, on entend bien comment ça passe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une adresse, c'est-à-dire que tu refais de l'adresse, toi, et reconstruction. Voilà. Ce qui est important, c'est l'analyse. C'est pas uniquement de dire, de révéler la vérité. À la place du rien qui sépare, il faut tisser un filet autre. À la place de rien, de roi et nu, c'est pas possible. Il faut que tout soit retissé, un filet, parce que le sujet ne peut pas vivre sans filet. Voilà. Sans filet de la réalité. Et ce que assure l'analyste grâce au cadre et au fait qu'un sujet puisse s'adresser. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une possibilité de retissage. Oui. Il y a eu plein de métaphores, j'y pense là du coup, en lien avec l'exposé de Jean-Claude. Tu as parlé de porte-manteau. J'ai bien aimé l'expression pour parler du père, le porte-manteau, celui qui porte, qui fait, réceptacle du semblant. Et j'ai pensé au manteau de Noé, parce que ce livre de Philippe Julien, justement, qui s'appelle Le manteau de Noé, est tout à fait à relire, à mon avis. Il a écrit des belles choses. Parce qu'il pointe, quand même, et c'est très important, ce qu'il en advient du sujet quand il cherche à percer le désir du père. C'est-à-dire que quand tout d'un coup il y a accès à ça, et où Julien le pose comme une transgression, c'est-à-dire que justement il y a un interdit biblique à y aller du côté, non pas, peut-être pas du désir, je me trompe, mais de la jouissance du père. Voilà. C'est de sa jouissance dont il s'agit, et que là, quelque chose touche à l'impossible. Et je trouve important, puisque par rapport à cette histoire de semblant, on est bien là confronté à avoir accès. Si on s'imagine avoir accès à cette jouissance, quelque part, il y a une chute. C'est ce que tu as décrit, je ne sais pas si tu vas être d'accord, avec cette patiente qui s'effondre. Parce qu'elle sait, parce qu'elle est au parfum. Voilà, elle est au parfum de quelque chose, de la jouissance de son père, et qu'elle s'effondre. Alors les deux cas dont tu as parlé, justement, il y a des effondrements qui se produisent, qui n'ont pas les mêmes causes, mais c'est toujours à partir d'un père, voilà, et que, hystériquement, le sujet s'identifie, enfin la fille s'identifie à quelque chose qui chute, quand même, mais c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes raisons, voilà, mais je trouve important que, d'un coup, il y a en acte, avec le corps de la fille, quelque chose de cette chute du semblant qui se produit. Voilà. Alors, dans le cas, ce que je trouve important, c'est que dans un cas, c'est lié à la figure du père tout-puissant, c'est-à-dire du père jouisseur, mais ce n'est pas forcément le cas tout le temps. Dans l'autre cas, c'est lié à l'effondrement du semblant. Ce n'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce n'est pas la même cause qui fait chuter, mais en tout cas, des deux côtés, ça chute. Voilà. Alors, moi, voilà, la réflexion sur le manteau de Noé, c'est important. Et quand tu as dit, alors voilà, c'est une question que j'avais envie de te poser, quand tu parlais de, je trouvais ça intéressant, sur Kessel et Bunet, que justement tu as évoqué leur génie, en disant que ces deux auteurs, enfin artistes, enfin écrivains et cinéastes, avaient le nez, si je peux dire, de déceler les parties qui manquent aux amis du père. C'est-à-dire de les mettre de les pointer, tu as dit ça, et j'avais envie tu pouvais en dire un peu plus là-dessus, parce que tu dis que c'est génial, et moi, ça m'intéresse, cette chose. Voilà. Ils ont observé très finement et mis en relation pour Séverine Kessel le viol, ensuite un amour chaste pour son mari, ensuite la place que le mari va prendre, un peu une place paternelle, ensuite le mari qui doit la sauver de ce souvenir terrible d'enfance, comme l'autre enfant, c'est un mari qui sauve, qui n'arrive pas à sauver un enfant et qui rappelle ce traumatisme de l'enfance. Qui ressort dans une répétition, donc elle va répéter dans cette maison close en fait ce viol qu'elle va essayer de faire payer ensuite pour essayer de s'en sortir quelque part.
elle essaye de s'en sortir. Alors ce que je voudrais dire, c'est que la question du père le père n'est pas articulé à la même manière au fantasme dans la psychose et dans la névrose. Par exemple, dans la névrose, le névrosé peut tuer un père, il peut voir le roi nu, et il passe tout de suite, il peut, après une courte dépression, ou dépression plus ou moins longue, mais il réempraye sur la côté ascendant du fantasme où il faut aller séduire le père et puis il recommence. Trouver un nouveau père ou figure ou quelqu'un comme ça se trouve un idéal, un peu d'illusion. On a besoin d'un idéal de moi. Tout le monde a besoin d'un tout petit peu encore. On ne peut pas complètement finir avec cette illusion. Et pour avoir quelque part un peu un modèle, quelque chose où il va s'identifier, un projet, quelque chose, le fantasme continue, le père est tué, mort symboliquement. Le père de Totem et Tabou, qui est là dans la psychose et dans la perversion, ce père-là, il est tout puissant et increvable, mais increvable. C'est lui, le nom, c'est lui, il possède le nom. Le nom n'est pas vécu comme celui qui appartient, donc qui appartient à ce père, qui appartenait au grand-père, qui se transmet. C'est comme si c'était uniquement le bien privé de ce père de Totem. Le phallus aussi. Le phallus, donc, par le nom. C'est que voilà. la mère le possède. Oui, c'est ça. Oui, c'est dans ce sens-là. Je sais, mais quand même. C'est pas... Oui, Alors ça, c'est toujours plus ou moins fort, mais dans la psychose, lorsque le père chute, il n'y a plus, par exemple dans la mélancolie, il n'y a plus de possibilité. Le sujet est lui-même un peu à la place de ce père, pour la mère. Il s'est construit quelque part un peu tout seul. Et lorsque ce filet qui tient la place du père s'effondre, il chute avec. C'est-à-dire, le cadavre, il chute avec le cadavre. Il n'arrive pas à se dire c'est symbolique. C'est comme si c'était réel. Il chute, il se jette dans la Seine, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Enfin, il y a quelque chose où il y a une chute réelle dans le corps qui n'arrive pas, le père n'arrive pas à être symbolisé et le sujet n'arrive pas à se singulariser, à se subjectiver en tant que tel. C'est extrêmement lourd. Dans l'ombre du moi de Freud, c'est lourd comme un cadavre. C'est pas une ombre comme ça légère. Ça tire comme des pierres en bas. Je ne sais pas, c'est ce génie de Kessel de dire que, bon, c'est peut-être pas compliqué, mais de dire que l'homme s'appelle Pierre et que, voilà, elle a trouvé quand même quelque chose de comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, intéressant. Merci. On va faire une pause. Non, je voulais juste rajouter une de mes associations on est passé à autre chose, mais quand même, par rapport à ce que tu disais, voilà, des guerres, de choses qui restent en secret, moi ça me faisait penser aussi dans ce qui ne pouvait pas être dit, mais qui pouvait passer quand même. Je pensais à Janine Altounian et tout ce qu'elle a écrit, du travail des grands-mères, de ce qu'elle faisait passer avec les mains, du travail d'antan, etc. Quand les mots n'étaient pas possibles, peut-être il y avait autre chose qui pouvait se créer. Voilà, l'association. Oui. Merci, Véronique. Je pense une petite remarque quand même sur le nom et le nom caché. Je me souviens, si je me souviens bien, dans le Belle de jour à Jean Bunuel, lorsque, je ne sais plus le nom de l'héroïne, mais enfin, lorsque Catherine Deneuve est en face de la tenancière lui demande son nom. Et on voit Catherine Deneuve qui hésite. Et la tenancière lui dit, mais donnez-moi un nom, vous croyez vraiment que je m'appelle Anaïs? Oui, c'est ça. Le nom doit être dit, mais enfin un nom, quoi. Oui. Mais un nom qui cache. Un nom qui cache. Mais il en faut, c'est ce que tu dis. Voilà. Qu'il soit sauveur, qu'il n'ait pas sauvé l'enfant. Le sauveur, ce sont les mêmes consonnes dans Séverine. Oui. Sauveur et Séverine.
très juste. Oui, très juste, c'est extrêmement. Mais c'est écrit tellement finement. Enfin, et chaque paragraphe, chaque phrase, par exemple, elle tombe malade après avoir été au théâtre où elle a vu Hamlet, c'est ça, avec son mari. Toute cette question est posée quand même du père et pourquoi Hamlet hésite autant. Il n'ose pas tuer le père symboliquement, c'est ça l'hésitation d'Hamlet. Comme elle n'ose pas tuer le père symboliquement, puisqu'elle est coincée dans ce traumatisme terrible qu'il va dépasser. Et peut-être plus que le traumatisme, que cette volonté de ses parents, de tout le monde, à ne rien voir. Comment ne pas voir ce qui s'est passé? Personne n'a voulu voir ce qui s'est passé, elle non plus, mais bon, voilà. Et c'est aussi ce qu'elle va voir dans cette ici. Oui, parce qu'il y a... Oui. Ce que tout le monde ne voulait pas voir. C'est que tout le monde ne voulait pas voir, parce que même sur la couverture de livre de Kessel, c'est Séverine qui regarde par le trou de la serrure, comment ça s'appelle, l'œil de bœuf. L'œil de bœuf. Voilà, c'est extrêmement important comment tout ça est mis en place dans la perversion, dans un côté pervers où le fantasme est dénudé. C'est le fantasme pervers mis en acte dans la perversion. C'est ça qui lie les deux structures. Ok, bien. Merci.